Égypte, berceau de l'humanité. Ra, le dieu soleil, se joue des ombres portées sur le flanc des pyramides. Dernière demeure des pharaons, elle veille sur le fleuve sacré qui s'écoule au loin. Aujourd'hui, malgré l'apparente tranquillité du Nil, un vrai danger plane sur le delta. Avec le changement du climat, la mer monte. La protection du dieu Hapi, le dieu du Nil, qui de tout temps a apporté abondance et prospérité, n'y fait rien. Les effets du réchauffement climatique mettent en péril toute cette région, mais des hommes et des femmes se mobilisent, comme Manar et Zat. Je m'appelle Manar, je suis chercheur au Centre de recherche agronomique, un doctorat de l'Université du Caire, et je suis spécialisée en climatologie, écologie et pisciculture. Je suis la première égyptienne docteur dans le domaine de la pisciculture. Comme je suis une femme, ça a peut-être été plus difficile. Mais je suis très fière, car je suis la première à avoir étudié notamment l'interaction entre pisciculture et écologie. Les questions écologiques concernent le monde entier, au-delà du problème égyptien. Et je veux continuer dans ce domaine environnemental. Il y va de la survie des générations futures. Manar le sait bien, le delta du Nil fait partie des lieux les plus touchés par les problèmes de climat. Les changements climatiques ont commencé à être perçus par beaucoup de gens qui travaillaient dans différents domaines. Et ces changements se sont mis à apparaître sous différentes formes. Une hausse dans la fréquence des tempêtes de sable et une augmentation des vagues de chaleur avec ses conséquences sur l'agriculture et sur la production agricole. Donc, dans différents domaines, on commence maintenant à percevoir et à ressentir les effets de ces changements. Manar conduit des études statistiques auprès des populations du delta et mesure l'impact du réchauffement climatique dans la région. Surprise. Vous savez ce que c'est, ça? C'est du sel. Imaginez seulement que la mer se mette tout à coup à recouvrir toute la terre et qu'il y ait du sel partout. Qu'est-ce qu'on verrait? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on ne verrait plus? Ce sont les êtres vivants. Il faut donc faire quelque chose et trouver une solution. Il faut réussir à transformer les terres salines en terres cultivables pour avoir des fruits et des légumes. Quelles sont les solutions? Que faut-il faire? Il faut s'adapter et changer le monde qui nous entoure pour passer de l'état salin à l'état agricole. Avec le réchauffement climatique, la hausse du niveau de la mer crée une pression sur le littoral. Conséquence, le sel s'immisce dans les sols et se répand dans le delta. Le grenier de l'Égypte est menacé. Manar sait que le problème du sel est aussi lié au Nil et à son histoire. Le Nil est la source principale en eau de toute l'Égypte. Et comme l'a dit Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. C'est un fleuve qui a suscité à la fois la stupéfaction et l'admiration des Grecs, puisque ce fleuve dont on ne trouvait pas la source, et dont on ne savait pas pourquoi il coulait dans ce sens. Enfin, et surtout cette crue là qui a beaucoup impressionné les Grecs.
d'autant qu'elle se passait en plein été. Donc là où les fleuves, les rivières et les ruisseaux en Grèce étaient complètement à sec, pour la plupart au moins, eh bien en Égypte, au contraire, c'est là que le fleuve montrait toute sa puissance et où, comme le dit Hérodote, les villes du delta devenaient des îles. Le Nil avait une grande importance à l'époque pharaonique. Autrefois, le fleuve était sacré. Il y avait ce que l'on appelait la fiancée du Nil. On raconte qu'une fois par an, on sacrifiait une jeune fille qu'on jetait dans le fleuve afin de provoquer les crues, pour qu'il y ait plus d'eau et que celle-ci apporte de bonnes récoltes et la prospérité à toute l'Égypte, que ce soit en produits agricoles ou en poissons. Depuis les temps pharaoniques, le Nil est un dieu. Il rythmait la vie. Chaque année, en juillet, août, le niveau montait et puis l'eau se colorait de jaune. Et c'était le limon du Nil, une substance extrêmement fertilisante. Nous n'avons malheureusement plus de limon. L'eau, oui, mais le limon, non. C'est avec la construction dans les années 60 d'un des plus grands barrages du monde, Assouan, que le limon se mit à disparaître peu à peu des eaux du Nil. Pour les Égyptiens, ce barrage est la clé de la prospérité économique de l'Égypte. Il représente en effet 10 milliards de kilowattheures et des milliers d'hectares irrigués. Pour édifier cet ouvrage colossal, il a même fallu changer le cours du Nil, et c'est ce qui fut fait sur un geste conjoint de Nasser et de Khrouchtchev. Mais en créant un lac artificiel long de 500 km, le barrage mettait en danger les prestigieux monuments de la haute vallée du Nil. On put protéger ou déplacer la plupart de ces monuments. La réalisation la plus gigantesque de cette campagne fut le déplacement des temples d'Abou Simbel. Le haut barrage d'Assouan a retenu une très grande quantité d'eau du fleuve et, par voie de conséquence, a retenu aussi une très grande partie du limon. Or, ce limon est non seulement important pour le développement agricole, car c'est un engrais naturel, mais aussi parce qu'il permet de lutter contre l'affaissement de la zone deltaïque et contre l'érosion des côtes. Le sol dans le delta s'affaisse petit à petit. Un effet insensible, mais qui s'accumule. 3-4 mm par an. Alors, il y a un affaissement du sol et en même temps une hausse du niveau de la mer. Cette différence de niveau est un danger de plus. Alexandrie. Aujourd'hui, l'imposante cité construite à la gloire d'Alexandre le Grand doit lutter contre l'assaut des vagues qui s'attaquent à toute la côte. J'ai vu la côte changer. Il y a des plages qui ont disparu. Il y a des maisons qui étaient en bord de mer et qui sont maintenant sapées par l'eau de mer. Ce n'est pas avec plaisir qu'on voit disparaître la terre ou les côtes ou les plages, les maisons côtières et tout ça. On a eu tort de construire ces maisons en bord de mer. Enfin, voilà un signe très net de ce qui se passe. Et des plages que nous connaissions très bien, on y allait souvent, et qui n'existent plus. Ouvrage pharaonique entre Alexandrie et Rosette, des tonnes de béton de digue défient les menaces qui pèsent sur le delta. Plus de 200 millions d'euros ont déjà été dépensés pour consolider le front de mer.
Vous savez, avec la construction des digues, on peut voir qu'ici la mer est calme, alors que de l'autre côté, là-bas, elle est très agitée. On ne s'en rend pas compte. Là, c'est tranquille. Mais avant la construction des digues, on avait des vagues de 3 à 5 mètres. Vous imaginez bien ce que ça faisait sur les côtes. Avec 25% de terre dans le delta, situé en dessous du niveau de la mer, ce sont 6 millions de personnes qui seraient touchées si la digue venait à céder. Ce phénomène doit être combattu par les hommes, hein, mais c'est vrai que c'est pas facile de contenir la mer. D'autant qu'encore une fois, il n'y a plus de cet apport de limon, il n'y a plus ce courant, il n'y a plus ce... Et donc, il est clair que si on ne fait pas ces murs, le delta sera envahi. On parle à certains endroits d'avancer jusqu'à 8 km à l'intérieur des terres. Si la mer a toujours partagé la vie des Égyptiens pour le meilleur, le futur annonce le pire. Il faut s'adapter et mobiliser toutes les énergies pour apporter au delta les métamorphoses qui le sauveront. Hausse du niveau de la mer et érosion des côtes engendrent une intrusion massive de sel. Avec le réchauffement climatique, l'évaporation de l'eau accentue le phénomène. Si le sel profite à quelques-uns qui l'exploitent en bord de mer, il nuit à la majorité des agriculteurs du delta qui en souffrent et cherchent à s'en débarrasser. Manar analyse les initiatives menées dans cette lutte contre le sel. C'est comme du miel. 50 cm. Autrefois, cette saline produisait du sel d'une épaisseur de 50 cm. Les bulldozers venaient, ils repoussaient le sel et ils en faisaient des monticules. Puis après, ils les chargeaient pour emporter le sel. Comme ils font maintenant, là, avec le sable. Des agriculteurs se mobilisent dans le delta pour transformer d'anciennes salines en terres cultivables. Cette terre est une ancienne saline. Elle produisait beaucoup de sel. Mais maintenant, l'exploitation a cessé. Et d'où venait ce sel? Du fond de la terre. Et vous voulez transformer ces terrains? Oui, aujourd'hui, nous voulons modifier cette terre et en faire une terre agricole. Mais concrètement, explique-moi, comment faire pour ôter le sel? Les nouveaux propriétaires qui récupèrent ces terres pleines de sel les traitent avec de l'eau d'irrigation. Ils irriguent encore, jusqu'à ce que l'eau devienne douce. Quand l'eau est enfin devenue douce, à ce moment-là, ça veut dire que les terres sont propices à l'agriculture. Il y a beaucoup de terres comme celle-ci qui deviennent très productives. Et où l'on cultive maintenant des tomates, par exemple. Là, vous voyez une terre qui est trop basse. Au lieu de la laisser stagnante comme un marécage, on rajoute du sable pour niveler le sol, parce qu'il y a trop de différences de niveau. On remblaye avec du sable jusqu'à ce que le terrain devienne plat. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Tous ces travaux que nous faisons mettent la terre en valeur. Et c'est indispensable. Manar constate qu'un autre moyen de s'adapter pour les agriculteurs est de planter des palmiers dattiers dans le delta, car ils résistent plutôt bien aux terres salines. Mais aujourd'hui, le marché est saturé et le prix des dattes a chuté. Manar se rend chez Mohamed Totou, qui possède une petite ferme non loin de la côte, pour découvrir comment il fait front.
Mohamed s'est lancé dans la multiculture et pourtant, le pari était loin d'être gagné. Autrefois, cette terre était très saline. On ramassait le sel ici. Pour le réduire en poudre? Non, il était si fin qu'on n'avait pas besoin de le moudre. On le faisait sécher et on l'utilisait pour notre consommation personnelle. Puis d'année en année, on est allé chercher du sable qu'on a reversé ici sur le sol et petit à petit, on s'est mis à planter. On l'a mélangée à la terre, donc jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Puis on s'est mis à cultiver des goyaves, des dattes, des pommes et des légumes. J'ai réussi à transformer ce sol plein de sel en ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Un terrain avec des palmiers, des arbres et plein de choses dessus. Dis-moi, ces 20 dernières années, est-ce que le climat a changé? Oui, bien sûr. En hiver, il y a des moments où il fait chaud, et en été, il y a des moments où il fait froid. Avant, c'était pas comme ça. L'hiver, c'était l'hiver, et l'été, c'était l'été. Autrefois, on pratiquait la monoculture. Aujourd'hui, sur les sols réhabilités, on se lance dans la multiculture. Après la production de la goyave, on passe à la récolte de la date. Quand la date se termine, on passe à la récolte des oranges et après, nous récoltons des piments pendant l'hiver, car en hiver, il n'y a que peu de récoltes. C'est comme ça que j'augmente mes revenus. Au lieu de laisser la terre en friche ou dépendante d'une seule récolte, j'ai 4 produits différents, ce qui multiplie mes revenus. Aujourd'hui, tu vois, la récolte de goyave est terminée. Et maintenant, c'est le piment. Là, tu vois le piment vert et le piment rouge. Plus il fait chaud l'été, et plus ce piment est vert. Plus il fait froid, et plus il va devenir rouge avec les changements de température. La terre est ce qu'elle est. S'il y a des problèmes, ça vient du paysan, ça vient de lui. S'il néglige sa terre, par exemple, c'est certain qu'elle va tomber en friche. Il faut travailler continuellement. La terre ne me dira jamais non. L'histoire de la terre, c'est uniquement une question de lutte, de peine et de combat. Adaptée aux terres salines impropres à l'agriculture, la pisciculture offre d'intéressantes perspectives de développement. Manar se rend à Lotus Village, une des toutes premières exploitations piscicoles implantées dans le delta, il y a une vingtaine d'années. En fait, la terre ici n'est pas bonne pour l'agriculture. À l'origine, c'est une terre qui appartenait au lac Burulus. Et on a asséché les terres? L'eau s'est en partie retirée et c'est ce qui reste du lac. Donc l'eau que nous soutirons ici est particulièrement bien adaptée à l'élevage du poisson. Le poisson d'élevage représente une nourriture bon marché. Il est apparu ces dernières années comme la solution miracle à la pauvreté. Et combien il pèse cela? Environ 400 grammes en moyenne. Autrefois, le poisson venait de la mer, des lacs, du Nil et de ses affluents. Ça fait 9 kilos. Pas tout à fait, ça fait 8 kilos 700 grammes. Oui, c'est ça, 8 kilos. Mais la situation de la pêche traditionnelle s'est gravement détériorée. La pisciculture s'est alors imposée comme une alternative incontournable.
Aujourd'hui, la production des fermes piscicoles représente plus de 60% des ressources totales en poissons de l'Égypte. ارفع من ناحيتك شويه يا مصطفى. دي حوالي 30 جرام. 30 جرام؟ تقريبا من 25 ل 30 جرام. En fait, il y a des gens qui utilisent le poisson pour ôter la salinité de la terre. C'est une étape fréquente de la bonification des sols. Quand le degré de salinité est élevé, ils élèvent du poisson pendant un certain temps, et puis ensuite ils retransforment la terre en terre agricole. Pour évoquer l'explosion de la production piscicole, Manar se rend chez un de ses anciens professeurs, le docteur Abdel Rahman El Gamal du World Fish Center. Le World Fish Center est une organisation scientifique internationale de recherche dont la mission est de réduire la pauvreté en améliorant la pêche et l'aquaculture. Et dites-moi, pourquoi la production a tant augmenté? Non seulement il y a davantage de fermes piscicoles, mais c'est aussi parce qu'on développe sans cesse de nouvelles techniques. Imaginez qu'il y a 20 ans, la production était de moins d'1 tonne de poissons pour un bassin d'1 demi-hectare. Et aujourd'hui, la majorité des fermes de pisciculture ont des rendements de 4 à 5 tonnes pour la même surface, ce qui fait environ un rendement de 10 tonnes à l'hectare. L'un des axes de recherche du World Fish Center est d'optimiser la gestion de l'eau des bassins. Pour le docteur El Gamal, on pourrait même réutiliser cette eau et créer de nouvelles formes d'écosystèmes. Vous savez très bien, quand on parle de l'Égypte, combien l'eau est importante. Sachant que l'Égypte est un pays très gros consommateur d'engrais chimiques, imaginez maintenant que j'élève des poissons ici et que j'utilise cette eau fertilisée. L'eau qui vient des bassins de pisciculture contient des engrais naturels produits par l'élevage des poissons. Si je prends cette eau et que je l'utilise pour irriguer les cultures, je pense que j'en tire une utilisation très profitable. Je crée un système global qui peut se suffire à lui-même. Donc, pour vous, c'est une alternative à l'eau polluée par les engrais chimiques. Bien sûr, je donne à cette eau une valeur ajoutée et je peux arroser les champs avec ces fertilisants. J'ai donc une production agricole et piscicole saine. Et ça, c'est une direction nouvelle vers laquelle nous nous dirigeons. Cette nouvelle approche de la pisciculture n'est pas encore envisageable à grande échelle, car de nombreux scientifiques estiment que tout risque de pollution n'est pas totalement écarté. Dans ses études statistiques, Manar évalue l'adaptation des habitants aux problèmes du delta et mesure aussi l'impact du changement climatique sur leur environnement. Tu m'as dit que le temps a vraiment changé par rapport à autrefois. Maintenant, il fait très chaud, raconte-moi. Avant, le temps est très agréable, mais aujourd'hui il fait très très chaud. Cette année, pendant l'été, il a même fait tellement chaud qu'on ne supportait plus nos vêtements dans les champs. Et la nuit, on est même allé dormir à la belle étoile. Avec cette chaleur, quelle est l'influence du changement des températures sur ta façon de cultiver et de planter? Oui, je suis obligé de traiter. Malgré la chaleur, tu traites par prévention pour que tes plantes ne soient pas fragilisées? Oui, bien sûr.
Donc tu es obligé de mettre des produits chimiques compte tenu de l'élévation de la température. Mais dis-moi, la terre que tu as ici, elle est bonne pour le riz et la betterave, mais qu'est-ce que tu plantes d'autre? Des betteraves, du riz, des carottes, des tomates et du maïs. On plante tout ça. Et dis-moi, tu as un bon rendement? Oui, excellent, 10 sur 10. Donc la terre est bonne, comme ça, naturellement. Je te dis, ma terre est parfaite. Ta terre est bonne, mais tu utilises des engrais chimiques ou fertilisants naturels? Moi, j'utilise les deux. Du fumier et des engrais chimiques. Avec une moyenne de 320 kg à l'hectare, l'Égypte est l'un des plus gros utilisateurs d'engrais de la planète. La pollution qui frappe le delta vient du fleuve et de son réseau d'irrigation qui récupère d'une part les eaux des villes et des industries et d'autre part les polluants provenant de l'agriculture. Mais est-ce que la terre a changé? Aujourd'hui, la terre ne se repose plus. Avant, elle récupérait entre deux cultures. Ça durait 1 à 2 mois. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun répit pour elle entre deux récoltes. Maintenant, elle ne s'arrête jamais. Là, par exemple, ils arrachent des betteraves. Ce soir, ils auront déjà planté autre chose. La terre, elle est vidée, elle est usée. Qu'est-ce que tu penses du temps? Quand il fait chaud, c'est trop chaud. Quand il fait froid, c'est trop froid. Quelle idée tu as pour résoudre ce problème? Oh là, ça, tu sais, c'est l'affaire de Dieu. Depuis quelques années, l'Égypte obtient des rendements records dans la production de riz. L'impact des radiations solaires favorise la croissance de certaines cultures et Manar se demande si le réchauffement climatique n'est pas étranger à ces bons résultats. Est-ce qu'il y a une différence entre le riz qu'on produisait avant et celui de maintenant? Oui, je dirais que c'est beaucoup mieux. Et tu crois que c'est dû à un changement du climat? Un changement de climat, non. Ce qui est certain, c'est que quand il fait chaud, c'est mieux pour le riz. Nombreux sont ceux pour qui le climat est l'affaire de Dieu. Les hommes n'ont pas à s'en mêler. Pour eux, il faut continuer comme on a toujours fait et surtout ne pas changer les habitudes. Est-ce que tu as décidé de planter du coton à cause de la hausse des températures? Non, pas du tout. Tu sais, ici, la culture traditionnelle, c'est le coton. Alors moi, je plante du coton. On continue à faire ce qu'on a toujours fait. Pour beaucoup d'agriculteurs, les changements climatiques ne modifient en rien leurs habitudes. D'autres, au contraire, explorent de nouveaux domaines. Avant, on disait que les agriculteurs passaient de l'agriculture à la pisciculture parce qu'on estimait que l'activité piscicole améliorait la terre et que ça apportait de bons rendements. Qu'est-ce que tu en penses? Les gens se sont tournés vers l'élevage de poissons quand ils avaient des terres trop salines. Donc ils en ont tiré profit en élevant des poissons et en bonifiant la terre. Et puis après, les gens sont repassés de la pisciculture à l'agriculture parce qu'aujourd'hui, le rendement des terres agricoles est meilleur. De plus, comme la pisciculture consomme beaucoup d'eau, le gouvernement encourage ce retour à l'agriculture. L'eau est précieuse dans le delta. Elle a une ennemie, la jacinthe d'eau, une plante redoutable dont la prolifération provoque des modifications graves sur l'écosystème. Manar part à la rencontre des pêcheurs, car la jacinthe est une vraie calamité pour le delta. Les jacinthes d'eau arrivent chez nous en été.
Regarde, elles sont partout. Elles bloquent les passages. Le pêcheur ne peut plus se déplacer. Il ne trouve plus son gagne-pain. Il ne peut plus travailler. Il est pauvre et il n'a plus sa place ici. La jacinthe d'eau apparaît pour la première fois au début du XXe siècle dans le delta du Nil. Originaire du Brésil, elle se révèle particulièrement envahissante. Introduite comme plante ornementale, elle a colonisé en moins de 100 ans plus de 50 pays. Son épais tapis végétal peut doubler en moins de 2 semaines. Sa vie est éphémère, mais lorsqu'elle meurt, elle entraîne par asphyxie la disparition progressive de la vie aquatique. Le changement climatique a une influence sur la prolifération des jacinthes d'eau. Et c'est quand la température augmente que les jacinthes se multiplient? C'est ça, hein? Regarde, elles sont partout. C'est très difficile pour les pêcheurs de circuler. Tu sais, on est même obligé d'embaucher des travailleurs journaliers pour nettoyer le lac. Ceci est une jacinthe d'eau. Et comme on peut voir, là, ce sont les racines dont les poissons se nourrissent en hiver. C'est ça, hein? Mais explique-moi, quand la température chute, qu'est-ce qui se passe sur les jacinthes? En hiver, le froid les tue. Elles meurent de froid sur place et pourrissent. Et ça fait mourir les poissons. La présence de la jacinthe est un vrai problème dans le delta. Nous essayons de combattre. On cherche des solutions, on fait du mieux qu'on peut. Mais là, on voit bien que c'est un effet du changement climatique. Si le temps était plus clément, ça réduirait sa quantité. Non seulement la jacinthe d'eau obstrue les canaux d'irrigation et de drainage, mais elle favorise l'évaporation de l'eau et renforce encore plus la salinité des sols. Dans le réseau hydraulique égyptien, elle est responsable d'une évaporation de 4 milliards de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent annuel de la consommation en eau du Caire. La plus grande ville du monde arabe et africain, traversée elle aussi par des amoncellements de jacinthes. Moi, je suis très contente quand je travaille avec des agriculteurs, des pisciculteurs, des pêcheurs. C'est mon travail, je l'aime beaucoup. J'ai besoin d'avoir de bonnes relations avec les gens. Ils ont tous une part d'humanité que j'apprécie. J'ai affaire à des êtres humains et je respecte leur opinion, leurs sentiments. On peut avoir un véritable échange. Et tant que je les respecte et que je suis humaine avec eux, ils sont coopérants. Les zones de pêche traditionnelles sont affectées par les jacinthes, la pollution et le réchauffement climatique. Sur l'un des plus grands lacs qui longe la côte, le lac Burulus, les richesses aquatiques diminuent d'année en année. Mannar évalue les dangers qui affectent le lac, classé réserve naturelle. Ce qu'on trouve ici, ce sont des anguilles, du loup, des mulets, de la brème, de la perche du Nil. Voilà les poissons qu'on trouve ici dans le lac. Là-bas, dans la mer, il y a des dauphins, il y a même des baleines, mais ils ne viennent pas jusqu'ici. Les poissons qu'on trouve dans le lac, là, eux, ils sont bons à manger.
Si dans les années 80, les pêcheurs ramenaient jusqu'à 40 kilos de poissons par jour, aujourd'hui, ils se contentent de 5 kilos en moyenne. Quel est ton point de vue sur le changement climatique? Ces dernières années, ce qu'on peut dire, c'est que le degré de température s'est élevé de manière vraiment importante, ce qui a eu une influence directe sur la pêche. Par rapport au climat et à l'environnement, nous, on s'en rend bien compte. Parce que la hausse de la température, en fait, ça a une influence directe sur la reproduction des poissons. Ça, c'est sûr. On a bien vu qu'il y avait un vrai changement dans le lac ces dernières années. J'ai 72 ans, que Dieu nous protège. J'ai repris l'activité de mon père. Il était le chef des pêcheurs. Mes enfants aussi sont pêcheurs. Ils ont leur bateau et ils font ça de leur côté. De tout temps dans notre région, on a toujours été pêcheurs. Tu sais, ici au lac Burulus, il n'y a rien d'autre à faire. C'est le seul métier possible. Il n'y a pas d'agriculture, rien d'autre. On est tous pêcheurs de père en fils. Est-ce que le temps a changé d'après toi? Ouais, le temps n'est pas bon. Ce qui a surtout changé, c'est les méthodes de pêche. C'est la mécanique maintenant. On travaille avec des machines. Autrefois, il n'y avait que des bateaux à voile et maintenant, ce qui est venu sur le lac et qui s'est ajouté, ce sont les bateaux à moteur qui rejettent du fioul et de l'huile dans le lac. C'est ça le changement. Pour éviter la disparition d'espèces aquatiques, il faut maîtriser la pêche sur le lac et la pollution de l'eau. Objectif incontournable pour protéger cette réserve naturelle unique. Entre les lacs côtiers et la mer, il y a beaucoup de points faibles. Là. Il y a un danger très réel qui disparaisse. S'il y a un haussement du niveau de la mer, avec l'érosion qui continue, et s'il y a une forte tempête, on peut avoir une brèche, dans ce cas, inondation de du nord du delta. Ce que je pense, c'est qu'il faut partiellement abandonner le delta. C'est-à-dire, il faut créer des centres agricoles, industriels, urbains, à la périphérie du delta. Attirer les gens là-bas, les tenter de venir vivre là, pour qu'il y ait moins de développement démographique qui augmente les problèmes. Quitter le delta, une solution pour l'avenir? Certains se sont déjà lancés dans l'aventure avec succès. Près de Belbeis, une ferme modèle, la Sekem, a été créée. Planter dans le désert, c'est possible. C'est moins le pari qu'a fait le docteur Ibrahim Abouleish, prix Nobel alternatif en 2003. Il a réussi à créer, à la limite du désert, une ferme biologique pilote qui fait travailler plus de 2000 personnes. Faire pousser dans le désert est déjà un exploit.
Le choix de l'agriculture biologique ne rend-il pas ce défi encore plus difficile? Manar s'interroge. Vous savez, la culture biologique, c'est la sauvegarde de l'humanité. Elle va la libérer de ses souffrances et de ses maladies. Et en plus, elle économise l'eau. Bien sûr, la terre conserve mieux son taux d'humidité quand on pratique l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture traditionnelle. Il y a 30 ans, le rêve d'Ibrahim Abouleish était de transformer ce désert mort, d'y amener la vie, de faire pousser de la verdure et que les gens s'y installent. Son objectif était qu'il y ait une complémentarité entre civilisation et développement. Ça fait donc 30 ans qu'il œuvre pour donner vie à cette région. Pour ça, il a commencé à creuser un puits, il y a puisé de l'eau et à créer des canaux d'irrigation. La différence entre le désert et le delta, c'est que le problème qui existe dans le désert est essentiellement l'eau. Tandis que dans le delta, l'eau est partout. Il suffit de creuser un peu pour la trouver, alors qu'ici, dans le désert, il faut creuser des puits à 300 ou 400 mètres. Nous essayons de limiter la consommation d'eau en utilisant des systèmes modernes d'irrigation. Aspersion, goutte à goutte. C'est ce que le docteur Abouleish a conçu. C'est un système d'irrigation souterrain, de telle sorte que l'eau se propage, comme ici, sous la terre. Donc ça permet d'économiser l'eau. Ça réduit beaucoup la propagation des mauvaises herbes et surtout l'évaporation. Sans parler de l'économie de main-d'œuvre. Que ce soit dans le delta ou dans le désert, le compost naturel permet de fertiliser la terre. Dans le delta, il sert à ça. Mais ici, dans le désert, non seulement il procure un engrais, mais en plus, ce qui est très important, c'est qu'il permet à la terre de conserver son taux d'humidité. Donc, le compost, non seulement il augmente le taux de fertilité de la terre, mais en plus, il permet d'économiser de l'eau. Bon, qu'est-ce que ça veut dire agriculture biologique? Ça veut dire maintenir un équilibre écologique et ce qui est très important, c'est aussi de l'enrichir de valeurs humaines. Penser aux générations futures, protéger la terre pour nos enfants. Ça demande une initiation des gens qui passent par l'éducation, des forums, des écoles ici et dans le monde entier. Donc ce qu'il faut, c'est sensibiliser. Il y a une école dans cette ferme biologique et dès le plus jeune âge, on enseigne aux enfants à vivre en harmonie. Pour cela, on leur apprend à se respecter et à respecter la nature. Mais comment faire comprendre aux enfants les enjeux de demain? Manar se sent directement concerné. J'ai rencontré le docteur Ibrahim et il m'a dit combien l'éducation était importante pour lui. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans et j'aimerais bien savoir comment, vous qui êtes professeur, vous réussissez à faire comprendre aux enfants comment on fait des économies d'énergie.
Ça fait 20 ans que j'enseigne. J'ai réalisé que les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, cherchent à nous imiter. Ils nous prennent comme exemple. Moi, qui ai conscience du changement climatique et de ce qu'il va se passer dans les 50 prochaines années, je me suis dit qu'il fallait absolument les sensibiliser pour qu'ils économisent l'énergie. Avec leur mère, on a imaginé un petit jeu et on a décidé qu'on allait nommer nos enfants ministres. Vous allez voir. Venez les enfants. Dites bonjour au docteur. Quelle est ta profession, Younes? Je suis le ministre de l'électricité. Quand je vois une lampe, j'éteins la lumière. Si je ne l'utilise pas, je dois éteindre la lampe. Et toi? Moi, je suis le ministre de l'eau. Si je trouve un robinet ouvert, je dois le fermer. Et papa, qu'est-ce qu'il a fait quand vous avez vraiment économisé l'énergie? On est parti en vacances. Et toi, qu'est-ce que tu voudras faire comme métier quand tu seras grand? Ministre de l'électricité. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ministre de l'eau. Mais tous les enfants ne deviennent pas ministres. Demain, ce sera à cette génération de résoudre les problèmes liés au delta du Nil. Il faudra tenir compte à la fois du sel, de l'eau, du changement climatique, des énergies nouvelles, de la pollution et de la démographie. Il faut qu'on arrête de penser à nous-mêmes. Il faut penser aux générations futures et leur offrir une vie propre et saine. Pourquoi avons-nous construit ce four solaire? Pour économiser le pétrole et les énergies non renouvelables. Et qu'est-ce qu'on emploie à la place? L'énergie solaire qui est une énergie permanente. Exact, c'est tout à fait ça. On a vu que le degré de température a changé. On a bien compris qu'il y avait beaucoup d'aspects négatifs, mais aussi positifs, qu'il s'agisse d'agriculture ou de pisciculture. Moi, je crois que les gens ont commencé à clarifier ces différents points et je suis convaincue qu'il va y avoir un changement dans les mentalités. C'est en tout cas ce que je ressens après toutes les rencontres que j'ai eues avec les gens du Delta. C'est avec une approche globale que les métamorphoses du delta seront possibles. L'avenir du pays est en jeu. Selon une équipe de chercheurs écossais, une période de réchauffement climatique serait à l'origine de la chute de l'ancien empire égyptien, ne laissant pour seul témoignage de son passé glorieux que les pyramides et le sphinx de Gizeh.